rapprocher le salaire brut du salaire net. C'est notre thématique sur cette deuxième table ronde, toujours en direct du Salon des maires. On est ravis de vous accueillir à chaque fois pour nos sujets très importants, très intéressants, les uns que les autres. Alors c'est un thème d'actualité de l'U2P par rapport au coût du travail et à l'idée qu'il faut repenser le financement de notre modèle de protection sociale pour arrêter de matraquer le travail. Il est nécessaire donc de réduire l'écart entre salaire net et salaire brut pour redonner du pouvoir d'achat aux salariés et aux travailleurs indépendants. L'U2P est ouverte à engager entre partenaires sociaux et en dialogue avec le gouvernement cette réflexion pour diminuer le coût du travail et accueille très positivement la réflexion d'Antoine Fouché. Et donc forcément aujourd'hui nous allons accueillir deux invités dont Antoine Fouché, président de Quintet, ancien directeur de cabinet de la ministre du Travail. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Michel Picon, président de l'U2P. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être présents avec nous sur cette table ronde. Michel Picon, je vais commencer avec vous. On parle de la priorité de renforcer le pouvoir d'achat des actifs, mais vu de la TPE, le chef d'entreprise ne peut pas partager que la richesse produite. Et dans les situations critiques, nombre de chefs d'entreprise, de très petites entreprises, doivent suspendre parfois leur rémunération pour pouvoir rémunérer leurs salariés. Et ça, c'est une réalité. L'U2P, on le rappelle, s'est opposé à l'augmentation du SMIC à 1 600 €. Alors, ma question est la suivante. Quelle réflexion conduit actuellement l'U2P sur ce coût du travail ? Alors, sur le coût du travail, bien évidemment, pour le chef d'entreprise et pour satisfaire les besoins de son salarié, oui, le coût du travail est devenu trop cher. On verra au cours de cette table ronde comment on peut y trouver des solutions. Nous sommes opposés à cette augmentation brutale du SMIC parce que nos petites entreprises ne pouvaient pas la supporter. Augmenter le SMIC de 200 €, le résultat de ces petites boîtes ne le permettait pas. Elles se relèvent difficilement d'une crise sanitaire, d'une crise de l'énergie avec une augmentation des coûts de production extrêmement forts, augmentation des matières premières. Et donc, il faut trouver des solutions pour augmenter le salaire de nos salariés, mais pas le faire comme le proposait le nouveau Front populaire dans les mois qui ont passé. Donc on réfléchit à ça. Bien évidemment, vous savez, les entreprises de proximité, elles ont une proximité avec leurs clients, avec leurs patients, mais elles ont aussi une proximité très forte avec leurs salariés. Et évidemment, les problèmes que subissent nos salariés de pouvoir d'achat, vous savez, quand vous voyez un salarié qui vient le 20 du mois vous demander un acompte, ça ne nous fait pas plaisir parce qu'on mesure les difficultés qui sont les siennes. Comment y répondre ? Il y a un enjeu. Cet enjeu, c'est de déplacer une partie des charges qui pèsent sur les entreprises. Je ne vois pas d'autre solution à cette question majeure. Merci Michel Picon. Antoine Fouché, vous êtes, on peut le dire, un des meilleurs experts sur la question du travail aujourd'hui en France et vous êtes l'auteur de l'essai « Sortir du travail qui ne paye plus ». Vous dites que c'est un sujet en France depuis 15 ans à peu près. Pouvez-vous nous livrer votre diagnostic qui peut se résumer avec ces mots ? Aujourd'hui, travailler ne permet plus de changer de niveau de vie. Oui, alors ce sont les statistiques de l'INSEE qui le montrent, qui le disent. C'est pas simplement des enquêtes, parce que dans les enquêtes, quand on pose cette question-là aux Français, la réponse est la même, c'est-à-dire non, travailler ne permet plus en général d'améliorer son niveau de vie. Si c'était que les enquêtes, on pourrait dire c'est du ressenti, mais c'est pas la réalité. En fait, comme ce sont les statistiques de l'INSEE sur les séries longues qui montrent que le pouvoir d'achat du travail depuis 15 ans n'augmente plus en moyenne que de 0,8% par an, alors que la génération précédente, elle augmentait de 2% par an, et la génération encore précédente de 5% par an. C'est factuel, c'est pas démagogique, c'est pas populiste, c'est pas excessif de dire que malheureusement, oui, depuis 15 ans, travailler pour la majorité des gens, heureusement il y a des exceptions, mais pour la majorité des gens, travailler ne permet plus d'améliorer son niveau de vie. Et les gens qui bossent aujourd'hui, c'est valable du 1er au 10e décile, donc que vous gagnez bien ou mal votre vie. C'est valable pour tout le monde en moyenne, ou pour la majorité des gens. Et c'est la première fois qu'une génération entière est dans cette situation-là depuis 1945. Les générations précédentes vivaient moins bien au sens où le niveau de vie était moins élevé, mais on progressait pendant sa vie. Aujourd'hui, on part de plus haut, mais on ne progresse plus. C'est ça le sujet. Oui, c'est dangereux même, limite, pour l'évolution de l'emploi et du pouvoir d'achat.
C'est dangereux à plusieurs titres. C'est dangereux économiquement parce que ça veut dire que si nous on continue sur cette tendance-là, alors que d'autres pays continuent à s'enrichir, bah, relativement aux autres on s'appauvrit. Donc on devient plus dépendant, moins souverain. Et à terme, on peut devenir plutôt une économie de sous-traitants qu'une économie indépendante, d'innovation, de production, et d'impulsion des mouvements économiques. C'est dangereux socialement, parce que évidemment derrière, conflits sociaux sur la répartition de la valeur. Puis c'est dangereux aussi politiquement, parce que ça favorise des mouvements qui peuvent avoir d'extrême des extrêmes, oui, et qui même s'ils n'ont aucune solution à proposer et à mettre sur la table, profitent de cette situation-là et risquent de mettre le pays encore plus dans une situation encore plus inquiétante. Ok, merci pour ces explications. Michel Picon, vous représentez des chefs d'entreprise de proximité dont l'immense majorité travaille plus de 70 heures par semaine. Ce sont des métiers de passion. Comment ces chefs d'entreprise vont-ils composer avec ces évolutions et s'adapter surtout aux nouvelles aspirations des salariés ? Je crois qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet de la rémunération, c'est un sujet majeur, évidemment. Mais il y a aussi un autre sujet qui est celui d'organiser nos modes de travaux, la façon de travailler dans nos entreprises pour que la vie personnelle et la vie professionnelle soient mieux harmonisées. C'est ce que souhaitent les jeunes générations. Et donc une organisation comme l'U2P, nous travaillons à la sensibilisation de toutes nos entreprises. Nous avons 124 fédérations qui adhèrent à l'U2P et nous essayons de leur apporter ces évolutions sociétales pour que la réflexion dans chacune des entreprises, dans chacune des branches, se prépare à ces mutations qui font que le travail ne sera pas l'essentielle préoccupation des jeunes générations qui viennent, et on le voit tous les jours. Donc nous, on n'a pas de grandes entreprises, mais il faut qu'on garde ce caractère d'attractivité en dotant une politique sociale qui soit attractive pour que des jeunes générations viennent travailler dans nos métiers. Sinon, on ne trouvera plus de main-d'œuvre, on ne trouvera plus de collaborateurs. Oui, parce que même si c'est une passion, il n'y a pas que le travail. Il faut trouver ce juste équilibre entre travail et famille. Ah oui, absolument. Oui, c'est ce à quoi on était. Donc deux axes, moderniser nos modes de fonctionnement. Et on voit bien dans la restauration combien l'hôtellerie-restauration est en train de muter, avec 2 brigades, de manière à ce que les gens puissent avoir des week-ends, puissent avoir aussi des moments de famille. Sinon, les salariés ne viennent plus dans ce secteur-là. Je les cite eux, mais il y en a plein d'autres comme ça. Donc, et la rémunération, bien évidemment, où il faut qu'on trouve des pistes. Et en cela, la réflexion et le travail d'Antoine Fouché est remarquable parce qu'il nous donne dans ce tunnel dans lequel on ne sort plus. Les salariés attendent autre chose qu'une revalorisation de 3,5 négociée âprement dans une branche. Ce n'est pas suffisant, ils ont besoin de plus. Toutes les enquêtes le démontrent, c'est entre 200 et 500 euros selon où l'on vit, le besoin pour vivre mieux, pour ne plus avoir la boule au ventre le 20 du mois parce que le banquier va appeler ou parce que je ne peux pas payer la cantine de mes enfants ou je suis en difficulté. Et donc ça, il faut qu'on trouve des solutions et Antoine propose des perspectives qui nous paraissent une bonne piste. Parfait. Je reviens sur ce que vous parliez tout à l'heure sur temps de travail et temps personnel. C'est la gestion du temps. Antoine Fouché, dans votre livre, vous parlez d'une seconde rupture après cette première rupture de la promesse d'améliorer sa vie par le travail. C'est le fait que le temps de travail ne diminue plus. Vous soulignez même qu'à l'échelle d'une vie, ce temps augmente. Oui. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on, contrairement à ce qu'on entend souvent, la place du travail dans la vie réaugmente, alors que de génération en génération, elle avait diminué. Alors ça se voit sur la durée du travail pendant l'année et puis la durée du travail pendant la vie. La durée du travail pendant l'année, elle diminuait de 200 heures à peu près tous les 20 ans. Donc on a commencé à 2200 heures en 1950 et puis c'était 2000 heures dans les années 70, 1800 heures les années 90. Les 35 heures ont fait qu'on a diminué un peu plus vite. On est arrivé à 1006 au début des années 2000. Et donc on voyait bien que de génération en génération, on travaillait de moins en moins sur l'année. Et ça, c'est fini. C'est-à-dire que la durée annuelle du travail moyenne en France aujourd'hui, c'est la même qu'il y a 25 ans. Et c'est la première fois
depuis 1950, pardon, qu'en 25 ans, ça n'a pas diminué. Et ça ne va pas diminuer, ça ne diminuera plus pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir. Ça, c'est la durée du travail pendant l'année. Et la durée du travail pendant la vie, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans les années 90, encore jusqu'en 1993, avant de partir à la retraite, il fallait travailler 37 ans et demi. Au début des années 2000, c'était 40 ans. Aujourd'hui, c'est 42 ans. En 2027, c'est 43 ans. Et c'est pas fini. On ne s'arrêtera pas à 43 ans. Et donc, on est reparti dans l'autre sens. Et ça s'explique pour des raisons démographiques. Mais pourquoi c'est exactement ce que je demandais. Pardon ? Pourquoi justement ? Vous avez une réponse à cela ? Essentiellement pour des raisons démographiques, c'est-à-dire qu'on vieillit. Oui. Et donc il y a de moins en moins d'actifs pour porter un retraité. Il y avait 4 actifs pour un retraité dans les années 60, 3 dans les années 90. Il n'y en a plus qu'1,7 maintenant. Et donc si on ne veut pas que le poids des retraités sur les travailleurs soit trop lourd, on est obligé d'être chacun un peu plus longtemps travailleur et un peu moins longtemps retraité. Sinon, on n'y arrivera pas. Et c'est déjà difficile aujourd'hui. Et donc, on est obligé du coup d'allonger la durée du travail pendant la vie pour rééquilibrer un tout petit peu ça. Mais cette seconde rupture, du point de vue des travailleurs ou de la promesse du travail, même si elle est nécessaire du point de vue de l'intérêt général de la France et même du point de vue de l'équité intergénérationnelle, elle peut être difficile à admettre parce que c'est la première fois d'une génération sur l'autre qu'on ne va pas moins travailler que la précédente. Et quand on combine les deux ruptures, on peut dire que des années 1950 à 2010, on vivait de mieux en mieux, en travaillant de moins en moins, grâce à un travail de plus en plus productif. Et ça, c'est fini. Les générations qui bossent aujourd'hui, c'est les premières depuis 1945 qui vont devoir travailler autant, voire peut-être davantage que leurs parents, et sans avoir l'espérance de vivre beaucoup mieux qu'eux. Et donc évidemment, ça crée une rupture, des nouveaux rapports au travail. Et dit comme ça, c'est un côté déprimant. Oui. Mais en même temps, il y a des nouvelles, ce que disait le président Picon, des nouveaux rapports au travail, des nouvelles manières de travailler à inventer. Oui, c'est ça. Et ça, c'est une énorme opportunité parce que chaque génération n'a pas l'opportunité de réinventer et de créer un nouveau rapport au travail qui combine aspiration individuelle et intérêt général de la France. Merci de nous redonner espoir sur cette fin de prise de parole. Michel Picon, il y a un autre aspect de la réflexion d'Antoine Fouché sur laquelle vous êtes plutôt d'accord, c'est qu'il faut arrêter de matraquer fiscalement le travail. Oui, absolument. Aujourd'hui, sur le travail, sur 100 € provenant du travail, le salarié n'en conserve que 53, je crois, 53, 54. Sur les dividendes, quelqu'un qui perçoit des dividendes, il en conserve 70. Un retraité, je sais que je ne vais pas me faire que des amis, parce qu'autour de nous, il y a pas mal de retraités, mais il en conserve 83 ou 86 euros. Donc on voit bien que pèse sur le travail le financement d'une protection sociale qu'il faut déplacer. Alors sur quoi on peut la déplacer ? Il y a évidemment cette grande idée d'une TVA sociale, il y a des points de CSG. La CSG, déjà cette réflexion avait été mise en œuvre par Michel Rocard en 91 lorsqu'il a mis en place S'il n'y avait pas la CSG aujourd'hui, mais on serait à combien de prélèvements sociaux sur le salaire ? 80-85%. Donc on voit bien qu'on est aujourd'hui à un tournant. Et puis moi je voudrais juste donner deux exemples. Quand vous êtes malade, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, que vous soyez retraité ou rentier, vous êtes soigné. Par conséquent, pourquoi le coût de ces soins serait assis seulement sur le travail ou essentiellement sur le travail aujourd'hui ? Donc il faut déplacer cela. Il faut garder sur le travail ce qu'on appelle les charges contributives, la retraite, l'assurance chômage, parce qu'elle est directement indexée sur votre salaire. Mais tous ceux qui ne représentent pas, tout ce qui représente des charges sociales qui ne sont pas contributives, il faut les évacuer sur d'autres supports. Il y a des pistes, le livre, la publication d'Antoine en donne un certain nombre. Il appartient au pouvoir politique de trancher, mais il est urgent qu'il tranche. Parce que sinon... vous savez, le pouvoir d'achat, c'est les sujets des salariés,
mais c'est aussi le sujet de toutes les petites entreprises. Parce que quand la consommation est à la baisse parce que le pouvoir d'achat est bas, eh bien le pain au chocolat qu'on achète chez le boulanger à la sortie des enfants de l'école, on l'achète qu'une fois tous les 2 jours, parfois même une seule fois par semaine. Donc ça relance la consommation. Et ne croyez pas que les employeurs, on n'est pas conscient de ce besoin de revaloriser les salaires, mais on doit faire avec le résultat de notre entreprise. Et donc l'équation, c'est absolument baisser les cotisations sociales. D'ailleurs, en ce moment, le gouvernement cherche comment on peut rabioter les exonérations. Mais moi, ce que je veux dire au gouvernement, c'est que s'il y a des exonérations, c'est bien parce que tout le monde a pris conscience que les charges étaient bien trop lourdes. Sinon, on n'aurait pas mis un système d'exonération. Donc, il faut supprimer les exonérations en supprimant les charges. S'il n'y a plus de charges, il n'y aura plus besoin d'exonération. Voilà, ceci est dit, le message est passé. Merci Michel Piquon. Antoine Fouché, pouvez-vous nous résumer également les différences considérables qu'il existe entre le niveau de taxation du travail et celui des autres sources de revenus et les propositions que vous faites sur la base de votre diagnostic pour finir cette table ronde? Comme ça, on va aller vers du plus loin, vers les propositions. Oui, alors pour mesurer, enfin apprécier le vrai niveau de taxation en fonction des sources de revenus, ce qu'il faut faire, c'est pas regarder les taux apparents, parce que derrière les taux apparents, il y a plein d'abattements, d'exonérations, d'allègements, etc. Mais prendre le flux de revenus en totalité et la taxation en totalité. Et vous faites le rapport entre les deux. Et quand on fait ça, on voit, et Michel Piquon a donné déjà quelques résultats, on voit que quand on gagne 100 € en France en travaillant, on en garde en moyenne 54. Mais quand on gagne ça en argent, par exemple en faisant un placement financier ou immobilier, et que ce placement rapporte 100 €, on n'en garde pas 54 mais 70. Quand on touche 100 € de pension de retraite, en moyenne, on en garde 86. Et quand on touche 100 € d'héritage, en moyenne, on en garde 94. Et donc, dit d'une autre manière, en France, on a fait le choix, et c'est notre choix, et d'autres pays n'ont pas fait le même, de taxer le travail 8 fois plus que l'héritage, 3 fois plus que les retraites et 1,5 fois plus que l'investissement. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle le travail ne paye plus, au sens ne permet plus à la majorité des gens de changer de niveau de vie, mais c'est l'une des 3 principales causes. Et donc c'est en ce sens une bonne nouvelle, parce que comme c'est un choix collectif, on peut en faire un autre. C'est un choix qu'on a fait depuis 40 ans, il n'y a aucune fatalité, on peut faire d'autres choix. Et donc, comme le président Piquon l'a indiqué, l'autre choix, c'est à la fin, c'est assez simple. Hein, c'est que ce qu'on ne prend plus aux travailleurs, il faut le prendre ailleurs. Il y a 2 choix. Soit ce qu'on ne prend plus, ça fait des économies, mais à ce moment-là, on change de modèle social. Et ce n'est pas la proposition que je fais, parce que changer de modèle social, pourquoi pas, mais ça serait un autre bouquin et une autre proposition. Mais à modèle social constant, on peut mieux rémunérer le travail. Mais à ce moment-là, il faut moins prendre aux travailleurs, que ce soit des salariés, des indépendants ou des fonctionnaires, et plus ailleurs. Et ailleurs, c'est quoi? C'est un peu nous-mêmes, mais qui touchons de l'argent autrement. La rente, l'héritage, la retraite et la consommation. Parfait, voilà. Merci pour ces précisions. Ça rejoint finalement à ce que vous disiez, Michel Piquon, quelque part. Peut-être un mot pour conclure sur cette table ronde? Bien sûr. La conclusion, c'est Antoine, il est extrêmement inspirant pour nos entreprises parce qu'il apporte des solutions où on est depuis des années dans le mur. Et il faut sortir de ce mur-là. Et moi, j'appelle l'ensemble de la classe politique à s'emparer de ce sujet et de le faire en urgence. Parce que nos salariés ont besoin d'avoir un salaire revalorisé et pas simplement par une revalorisation négociée dans une convention collective parce que ça ne correspond pas à leurs attentes. Bien, merci messieurs pour cette table ronde riche d'apprentissage et de force de proposition. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dans quelques instants pour une prochaine table ronde, toujours en direct du Salon des maires.